Écoutons d'abord peut-être les propres mots de Trump, d'abord quand il parle de ce qu'il estime être le contrôle américain sur la bande de Gaza. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot avec. Nous la posséderons et serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé et de toutes les armes, aplanir la zone et se débarrasser des bâtiments détruits et créer un développement économique. Je ne veux pas faire de l'esprit, je ne veux pas faire le malin, mais la Côte d'Azur du Moyen-Orient, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être vraiment magnifique. Alors précisons d'emblée que déjà la Maison-Blanche a essayé de recadrer. Elle dit les Américains n'enverront pas de soldats et surtout ils n'enverront pas d'argent. Donc en réalité le propos est déjà en quelque sorte délimité, mais enfin quand même quand on entend ça. Alors d'abord c'est une leçon comment travaille Donald Trump. C'est-à-dire Donald Trump lance comme ça des ballons d'essai qui ont sans doute surpris autant son entourage d'ailleurs que le reste du monde. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'entendre une déclaration de Donald Trump, parce que Donald Trump fait des déclarations tonitruantes quasiment tous les jours, et ensuite de demander aux fonctionnaires mais qu'est-ce que ça veut dire, et ils étaient tout à fait incapable de me l'expliquer. Regardez l'image peut-être. Je suis sûr qu'il n'a pas coordonné. Et d'ailleurs, Netanyahou, visiblement, ne savait pas comment il fallait le prendre. Hein. Regardez l'image de Suzy Wiles. C'est un des personnages qui compte le plus sans doute autour de lui. Elle a été sa chef de campagne. Oui. Elle a un rôle très important autour de lui. Et voilà. Et beaucoup ont vu dans ce regard ce moment d'étonnement où... un peu plus tard dans les discussions, elle s'est dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer, hein? Oui, c'est la secrétaire générale de la Maison-Blanche, donc c'est vraiment quasiment le premier ministre du système, hein, d'un système présidentiel. Donc oui, Trump vraiment décide sans préparation aucune, et donc je suis sans concertation, sans préparation, et après il faut essayer de mettre un peu en musique. Et donc comme vous le disiez déjà sur la Maison-Blanche, ensuite, eh bien ils sont obligés un peu de tordre les propos du président dans ce qu'ils ont d'excessif. On est toujours surpris, on l'a vu dans l'affaire du Groenland, tout de même de la double détente, où d'abord ça a l'air complètement fou, et ensuite on se rend compte qu'il y a quand même derrière un projet. Et ça vaut la peine d'écouter ce que dit Trump plus avant concernant ce qu'il estime être le sort des Palestiniens. Écoutez-le. J'espère que nous pourrons faire quelque chose de vraiment bien, de vraiment bon, où ils ne voudront pas revenir. Pourquoi voudraient-ils revenir? Cet endroit a été un véritable enfer. Nous pouvons obtenir une belle zone pour réinstaller les gens de façon permanente dans de belles maisons où ils peuvent être heureux et ne pas être abattus ou tués, ne pas être poignardés à mort comme ce qui se passe à Gaza. Expliquons bien ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a un peu de déclarations contradictoires. Si c'est un déplacement de population, c'est un crime de guerre. Donc, il faut le dire. Hein. Si c'est les conventions de Genève. C'est un crime de guerre. Selon les conventions de Genève, et de surcroît, il faut encore poser la question, où irait-il? Puisque déjà, quasiment, les Égyptiens ont quasiment déployé l'armée déjà pour s'y opposer. La Jordanie n'en veut pas. Moi, vous savez, j'ai une réaction un peu paradoxale, parce que bon, tout le monde condamne, et je condamne aussi en disant, évidemment, ce crime de guerre, etc., etc. Mais en même temps, l'avantage de Donald Trump, c'est qu'il n'est pas dans notre conformisme. Vous savez, moi je me rappelle quand j'étais au Quai d'Orsay, chaque fois que je demandais une note, je disais en souriant, je sais à peu près ce qui va être dans la note. Hein, un peu, c'était oui mais un peu, non mais pas trop. Enfin, c'était toujours un peu la même chose. Ben lui, il n'a aucune limite. D'abord parce qu'il ne connaît pas le dossier, et donc il arrive avec ses gros sabots, et voilà, et il nous sort des trucs qui en général suscitent l'indignation. Alors susciter l'indignation, c'est déjà occuper les nouvelles, hein, avoir les nouvelles, mais c'est aussi poser des questions, comme on dit en anglais, en dehors de la boîte. Et là, cette question-là à laquelle personne ne veut répondre, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la bande de Gaza? Avec un peu de provocation, est-ce que c'est mieux vraiment ces dirigeants européens qui disent dans un autre genre n'importe quoi, mais en langue de bois, en répétant en boucle, il faudra 2 États, mais sans se donner aucun moyen de le faire réellement, sans aider réellement les Palestiniens autrement que par de l'argent. Ça, ils ont beaucoup donné d'argent, mais pour le reste, il ne se passe rien. Vous savez, c'est pas seulement les Européens, hein, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui, au fond d'elle-même, est convaincue qu'il n'y aura pas 2 États, qui, au fond d'elle-même, est convaincue que c'est un problème sans solution. Que les Palestiniens s'ajoutent à la liste derrière les Kurdes, derrière les Tibétains. Ça fait, c'est une, voilà, too bad.
malade. Hein. C'est dommage. Et là, j'insiste parce que, de nouveau, vous avez... je ne sais pas si les spectateurs peuvent imaginer ce que c'est que Gaza aujourd'hui. On voit les images ici en bas, évidemment. C'est totalement rasé. Vous avez 2 millions d'habitants là-dedans qui errent. Il n'y a plus d'alimentation. C'est très au goutte à goutte. Les hôpitaux ont été détruits. Et au fond, Trump... Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec la réponse. Mais au fond, Trump a l'avantage de poser la question que nos dirigeants n'osent pas poser. Écoutez plus avant ce qu'il dit, parce qu'alors, il y a la version crime de guerre, ce serait chasser volontairement les gens, c'est ce que disent les conventions de Genève, l'article 49, et puis il y a la version que Trump finasse en quelque sorte en disant oui, mais je ne veux pas chasser les Palestiniens, ils pourront rester, et puis ce sera un grand développement pour tout le monde. Écoutez-le. J'imagine le monde, les gens qui y vivent, les gens du monde entier. Je pense que vous en ferez un lieu international incroyable. Je pense que le potentiel de la bande de Gaza est incroyable. Et je pense que le monde entier, les représentants du monde entier pourront y aller et y vivre. Les Palestiniens aussi. Les Palestiniens y vivront. Beaucoup de gens y vivront. Nous avons l'occasion de faire quelque chose qui pourrait être phénoménal. La Riviera du Moyen-Orient pourrait être magnifique. Mais le plus important, c'est que les gens qui ont été absolument détruits, qui vivent là-bas aujourd'hui, puissent vivre en paix, dans une situation bien meilleure. Ils vivent en enfer et ils pourront désormais vivre en paix. Nous veillerons à ce que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art. Ce sera merveilleux pour les gens. Le discours évolue déjà là. Oui, mais en plus, honnêtement, je pense qu'il ne faut pas trop chercher de précision dans un discours qui, visiblement, il parle comme, si j'ose dire, au fil de la plume. Hein. Il dit ce qui lui vient au moment où ça lui vient. Ça ne s'inscrit pas du tout dans une pensée cohérente, dans un plan qui a déjà été mûrement élaboré. Est-ce qu'il y a cependant des visions ? Il y a eu les accords d'Abraham, d'ailleurs souvent, en réalité, par-dessus la tête des Palestiniens. On ne peut pas dire que les Palestiniens étaient très... Mais enfin, on peut imaginer qu'il ait quand même une forme de vision ? D'abord, vous avez entendu, il a eu des phrases qu'on ne retient pas parce que ça, c'est de Donald Trump, sur la paix, le fait que les gens doivent vivre en paix, que leur souffrance... C'est vrai que ce personnage, on ne lui donne pas quand même le bénéfice du fait qu'il veut la paix, il veut finir les guerres, au Moyen-Orient comme ailleurs. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un tweet de Donald Trump qui est très intéressant, qui dit certains affirment que Benjamin Netanyahou m'a convaincu de bombarder l'Iran. Il n'en est pas question. Vous voyez, j'en étais à peu près sûr que, d'abord, que Netanyahou fasse la proposition, et deuxièmement, que Trump ne veuille pas s'engager dans une guerre contre l'Iran. Donc oui, il a cette vision. Et en ce qui concerne les accords d'Abraham, honnêtement, c'était un beau coup, parce que c'est non seulement rapprocher Israël et les pays arabes, mais en plus, ça permet aux États-Unis de se retirer, puisque c'est Israël qui assure la dissuasion face à l'ennemi de tous ces pays, c'est-à-dire l'Iran. Est-ce qu'il se peut qu'on sous-estime une fois de plus les Américains ? On a beaucoup vu d'Europe, c'est facile de dire ils sont primitifs. En réalité, je me rappelle très bien avant la chute du mur, moi j'étais à l'époque au collège, les Américains finançaient des radios assez proches de l'extrême droite, très anticommunistes, qui rêvaient de la chute du mur, qui agissaient pour libérer les pays baltes, alors que nous on considérait que c'était des rêves. Et c'est eux qui avaient raison. En réalité, beaucoup de Polonais, beaucoup de Baltes, beaucoup d'Ukrainiens sont encore reconnaissants aux Américains en disant, au fond, c'est eux qui arrivent à penser un monde de demain, alors que les Européens, l'immobilisme leur convient. Alors, d'abord, naturellement, vous êtes de votre injustice habituelle vis-à-vis des Européens, parce qu'on a la politique de sa puissance. Et d'une certaine manière, lorsqu'on représente, comme les États-Unis représentent 30% des dépenses militaires mondiales, on peut se permettre des choses que des puissances moyennes ou des petits pays ne peuvent pas vraiment se permettre. J'ajoute que l'Europe était un continent épuisé d'épreuves, de deux guerres mondiales. C'était la reconstruction, donc on peut comprendre que les Européens n'avaient pas envie d'y retourner. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait
fait raison de considérer qu'en Europe de l'Est, la conviction reste que leur libération, parce qu'on oublie en Europe de l'Ouest qu'ils ont été libérés en 1990 d'une affreuse dictature et d'une occupation étrangère, eh bien ils considèrent que c'est grâce aux États-Unis qu'ils l'ont été. Et donc ils sont parfaitement, existentiellement attachés à cette garantie américaine. En cela, est-ce qu'il y a une continuité de Trump ? Les Américains, encore une fois, on peut trouver ça insupportable ou louable, mais guerre du Vietnam, guerre d'Irak, ils ont soutenu les dictatures d'Amérique du Sud contre les soviétiques, ils ont soutenu les islamistes contre l'Union soviétique, etc., quitte à retourner ensuite les alliances, mais ils vont très loin dans l'audace. C'est-à-dire qu'ils sont la première puissance au monde, et donc ils gèrent le monde pour le rester, la première puissance au monde. Et donc il y a une géopolitique américaine qui remonte maintenant à la fin du 19e siècle, et notamment ils n'accepteront jamais qu'une puissance hostile domine un autre continent. Voilà, ça c'est leur pensée, et donc en particulier que ce soit le continent asiatique ou le continent européen.